Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Invité du journal de la communauté, Monsieur Gervais Mbumba. Gervais Mbumba qui est congolais et qui habite au Canada. Gervais Mbumba est un grand activiste politique, militant des droits de l'homme, opposant au régime PCT depuis la mort du président Marien Ngouabi. Gervais Mbumba a publié plusieurs vidéos dans lesquelles il fustige le pouvoir de Brazzaville, parfois aux allures extrêmes dans ses propos. Gervais Mbumba va toujours droit au but et n'aime pas les euphémismes. Alors, Monsieur Gervais, cette présentation est-elle suffisante? D'abord, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Autant vous dire que cette présentation ne souffre d'aucune entorse dans la mesure où je suis bien Gervais Mbumba, pour ceux qui ne me connaissent pas, et que mes activités droits de l'homiste sont connues, et que ce débat est une opportunité qui m'est offerte pour donner mon point de vue sur la situation que traverse notre pays. Et dans la présentation, vous avez oublié de dire que je suis un ancien vendeur de yaourt quand même. Vous oubliez ça? Le fameux Au Congo. yaourt de la paix. Yaourt de la paix, voyez-vous, depuis cette époque, je parlais déjà de la paix tout en vendant du yaourt. Et puis n'oubliez pas que Gervais Mbumba est un professeur de mathématiques et écrivain. Bon, écoutez, on ne doit pas tout étaler. Le plus souvent, les gens me découvrent de manière inattendue et que, toutefois, je veux dire que notre pays traverse une situation difficile et lamentable au plan socio-politique et culturel et social. Donc, vivre au Canada, ce n'est pas quand même intéressant de ne pas s'intéresser aux difficultés qu'endurent nos concitoyens, enfin nos populations. Voilà ce qu'il faut retenir dans un premier temps. Alors, selon votre profil sur Facebook et YouTube, je crois, vous vous définissez comme un militant des droits de l'homme. Faites-vous partie d'une organisation des droits de l'homme? Merci pour votre question qui est du reste pertinente. Lorsque la guerre éclate en 1997, je crois que ceux qui ont connu mon parcours savent que en quittant le Congo pour le Gabon où nous avons été en exil, j'ai été toujours dans les activités de défense des droits de l'homme. D'abord depuis l'école, parce que malgré le temps qui nous est imparti, je vous dirais que moi, j'ai été en désamour avec la politique congolaise à partir du moment où les gens assassinaient le président de la République dans l'exercice de ses fonctions et que les coupables ne veulent pas se prononcer pour dire la vérité au peuple. Pourquoi assassiner le président de la République? Mais ils ont pêle-mêle accusé des innocents qu'ils ont fait tuer par la suite. Je parlerai par exemple du président Alphonse Massamba Deba, n'est-ce pas? L'homme qui a donné le pouvoir de manière gratuite, si vous me permettez l'expression, à ceux qui le voulaient, mais a été assassiné de manière sauvage et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de sépulture pour lui. Et sans compter le cardinal Émile Biayenda. Voilà, des morts gratuites que j'appelle moi, alors que les coupables sont encore vivants. Alors, Monsieur Gervais Mbumba, quel rôle joue la Ligue des droits de l'homme au Congo précisément, à ce jour? J'étais peut-être incomplet lorsque vous m'avez posé la question. Je dis que je suis militant des droits de l'homme en tant qu'individu. Je n'appartiens à aucune ligue. Je n'ai pas l'intention d'appartenir à des ligues parce que je ne m'exprimerai pas librement. Lorsqu'on me pose la question de savoir comment se comporte la Ligue des droits de l'homme au Congo, est-ce que cette ligue en existe? Toutefois, je veux dire que devant un pouvoir, devant un régime sanguinaire et dictatorial et totalitaire, je ne vois pas comment une Ligue des droits de l'homme peut-elle s'exprimer valablement. À ce que je sache, il y a des personnalités quelconques qu'on peut citer pêle-mêle du fait d'être homme de droit et qui s'amusent ou qui essayent de mener des activités
des droits de l'homme, et parfois avec la complicité du pouvoir en place. Car en fait, on se demanderait comment mettre, comment on l'appelle, le nom m'échappe, comment un avocat qui a été l'ennemi de la démocratie pourrait-il parler des droits de l'homme au Congo? Bon, c'est une question que je me pose. Et la Ligue des droits de l'homme au Congo, je pense qu'elle existe, mais son existence n'est pas comme on le souhaitait, comme on le voulait. Voilà, c'était une question de notre consultante Zita. Monsieur Mbumba, donc Gervais Mbumba, je rappelle que notre invité est Monsieur Gervais Mbumba du Canada et qui est un militant des droits de l'homme, un opposant au régime de Brazzaville. Alors, Monsieur Gervais Mbumba, au-delà du caractère engagé de vos vidéos, Excusez-moi. beaucoup pensent que vos vidéos ont la tendance à attiser la haine, à l'insulte et à l'invective, plutôt que de faire une critique constructive. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vos vidéos ne font qu'attiser la haine? Bien, il faut regarder la sociologie du Congolais, ou voir même la tendance ignorante, excuse-moi du terme, de certaines, de certains propos hein, de ces Congolais-là. Moi, je crois que lorsque nous évoquions l'assassinat d'un président en exercice de ses fonctions, qu'on va supprimer ou lui couper la carotide en pleine journée, et que l'on accuse des innocents, quel langage tenir devant des gens comme ça? Ça, c'est un premier point. Lorsqu'on regarde le parcours ou je veux dire, lorsqu'on regarde l'historicité politico-démocratique de notre pays, nous osons croire que tous ont compris ce qu'on a entendu par conférence nationale souveraine. Ça veut dire que si le pouvoir était acquis au moyen des armes ou des coups d'État, la conférence nationale reste, n'est-ce pas, un moment auquel tout le monde s'est dit, plus jamais ça. D'abord, c'est le terme les plus usités par les grands tribuns qu'on a connus. Plus jamais ça. Et dans plus jamais ça, excusez-moi, nous avons compris que une dame comme la veuve du président Marien Ngouabi assassiné n'a jamais parlé de son mari. Nous sommes aujourd'hui à 30 ans et plus, cette dame n'a jamais parlé. Et qu'au sortir de la conférence nationale, les mêmes qui ont assassiné le président Marien Ngouabi, le président Alphonse Massamba Deba, reviennent au pouvoir, cette fois-ci de manière brutale, en mettant en bouillie des vies humaines. Des milliers. Je crois que tout le monde ne peut pas oublier, même ceux qui sont enfants, ou ceux qui étaient enfants à cette époque-là, les parents ont dû leur parler de la guerre de 1997, ou alors le coup d'État qui a débouché sur une guerre dite civile. Moi, je crois que le langage à tenir n'est pas celui des hommes d'église. Hein? Encore moins les hommes d'église n'existent que de nom. Voilà. Merci. Nous avons donc un auditeur de Brazzaville sur Facebook qui nous a envoyé une question. Le nom, c'est l'avatar de Brazzaville, Moka Kembe. Voilà. Donc, une question de l'avatar de Brazzaville. À vous, monsieur Gervais Mbumba. Sassou Nguesso refuse le dialogue avec l'opposition. Quelles sont les mesures adoptées par l'opposition pour le contraindre à négocier son départ? Merci pour la question de ce compatriote. Je crois que nous partons tous d'un postulat. Est-ce que la conférence nationale, on a dit que le pouvoir devrait être gagné par les armes ou bien par les urnes? Vous voyez, je reviens toujours à des petits questionnements et la réponse, je donne non. Mais lorsque M. Sassou a été battu à plate couture aux élections de 1992, je crois que si les gens avaient envie de le sortir avant même cette élection, les gens l'auraient fait depuis la conférence nationale souveraine. Nous avons cru, et tous les Congolais ont cru que ce monsieur a compris la nécessité de remporter une élection
n'est-ce pas? Par les urnes et non par les armes. Et je crois que si si je comprends bien ce que ce compatriote dit, je vais lui répondre simplement que il y a des grimaces, il y a du cinéma qu'avait toujours voulu faire Sassou devant un peuple minable, devant un peuple peureux. Et moi, aujourd'hui, lorsqu'on sait que Sassou est un putschiste, mais les putschistes qui ne veulent pas comprendre que 2 mandats suffisent et qu'il faille aller s'asseoir, mais ce n'est que par les armes qu'on peut les faire partir. Alors vous Moi, je ne proposez, comprends pas. proposez donc des moyens violents pour le faire partir du pouvoir. Oui, moi, je n'ai pas euh, à avoir peur de prononcer des mots durs. Vous savez, nous ne sommes pas des guerriers. Je crois avoir répondu à une dame journaliste de Montréal. Nous ne sommes pas des guerriers. Nous constatons simplement que le faux, du faux, on en fait du vrai. C'est-à-dire que pour Sassou, il pense qu'il est dans la légalité. Et que ceux qui l'invitent à quitter le pouvoir de manière saine, parce qu'il a déjà fait ses 2 mandats, normalement au mois d'août de, de cette année, il partirait tranquillement. Mais puisqu'il bande les biceps, n'est-ce pas, d'un guerrier ayant des armes sur tout le corps, et toute sa bande de généraux, je veux dire, tribalistes, ces gens pensent que le Congo, c'est leur bien à eux, puis lorsqu'on ajoute l'appui de, 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 de l'oligarchie franco-multinationaliste ou multinationale des gens qui viennent exploiter notre pétrole, alors ils reçoivent des aides militaires, pas pour Sassou, mais pour tuer le peuple. Mais des gens comme ça, je parle de Sassou et sa bande de généraux, mais qu'est-ce qu'on en fait? Vous croyez qu'on va aller prier Dieu pour que Sassou parte? Moi, mon langage n'est pas violent, mais c'est la violence de Sassou qui nous oblige à décider de le faire partir également par les armes. Voilà ce que ce frère-là doit comprendre, ce compatriote congolais doit comprendre. Oui, 2 mandats de Sassou n'ont-ils pas suffi pour qu'il sache que la constitution qu'il avait taillée sur mesure touche à sa fin, devrait toucher à sa fin, hein, au mois d'août, là, n'est-ce pas? Dans quelques mois de coco de jours ou de mois, plutôt de semaines, excusez-moi. Alors, moi, je pense qu'il y a des faux débats qu'on introduit, qui va que cette opposition-là qui est faible, avec des gens comme les Tchatima Biala, aujourd'hui, on va en oui, parler la suite, mais la réalité sur le terrain, d'accord, c'est que le pouvoir, il est surarmé et que le reproche oui, qu'on vous fait au niveau de l'opposition ici, c'est de vous cacher derrière des claviers et inciter à la haine, donc à la violence. Vous ne prenez pas l'initiative d'y aller vous-même. Vous pensez, bien. que répondez-vous à cela? Voilà combien de tels Congolais sont eux-mêmes des personnes à ne même pas répondre. Vous avez un petit pays, le Congo-Brazzaville, si riche, avec une dictature, excuse-moi, avec une dictature violente qui utilise des armes contre son peuple. Et que si quelqu'un comme moi, qui parle sous ou bien derrière le clavier, décide de dire que ce monsieur ne peut partir que par la force, par la force des armes, on me dit que je suis violent. Mais entre lui et moi, qui est violent? Mes chers frères, ceux qui nous suivent, s'ils sont en ligne, entre moi qui décide que ce monsieur est violent et qu'il faille bien le sortir de là par la violence, qu'il oblige, n'est-ce pas, aux autres. Parce que je vous ai dit que nous sommes des militants de droits de l'homme, nous ne sommes pas violents. Mais pendant combien de temps on va badiner avec un monsieur armé, c'est-à-dire pour moi c'est un terroriste, monsieur Sassou. Pour moi, il est terroriste, il a tué pendant des années, 32 ans de règne, de pouvoir, et l'Occident pense que l'opposition congolaise doit rester hein, là, à babiller, à parler, à glapir. Non, Sassou, c'est quelqu'un
qui doit partir par des arbres dans la mesure où ils s'entêtent de rester au pouvoir par des moyens frauduleux tels que tout le monde le sait. Ça ne sert à rien de passer du temps à parler de quelqu'un dont on sait qu'il a tué, il a volé, même le denier public, on ne voit pas que ça soit tant volé. Sa famille devient des milliardaires. Hein? Les membres de sa famille, je vais dire, deviennent des milliardaires. Ses enfants deviennent des milliardaires. Mais d'où trouve-t-il cet argent, ce magot? C'est l'argent du peuple. Voilà ce que je peux dire. Oui, mais sur le terrain, il me semble que certains opposants ont commencé à fléchir. Alors, comment Bien, surmonter cette difficulté? À votre niveau, bien bien sûr. merci. Si les opposants tendent à fléchir, ce n'est pas leur faute. Ils ne sont pas armés. Alors, si au niveau des opposants qui sont ici en Occident, moi, je n'ai pas de secret. Je dis les choses de manière ouverte. Ont des appuis militaires, il est temps de le déloger militairement. Mais est-ce que vous croyez qu'on est des criminels? Mais non, nous ne sommes pas des criminels. Nous voulons libérer notre peuple aux mains des guerriers, des tueurs, aux mains des terroristes. Sassou, c'est un terroriste. Voilà. Depuis un certain temps, constate donc, pour notre radio, les termes, les vocables tels que 8%, monsieur 8%, le dictateur, ces vocables sont de moins en moins utilisés. Notre consultant pense que pourtant ces vocables traduisent une réalité sociologique évidente. Alors, vous constatez comme lui que ces termes, de plus en plus dans le discours des opposants, semblent moins utilisés. Pourquoi? Tu aimes affectueusement de te tutoyer, monsieur le Allez-y. journaliste, vous aimez souvent parler en termes d'euphémisme. Vous croyez que lorsque je veux parler 10 000 fois 8%, ça va changer quoi? Tout ça, c'est des mots, c'est des propos qui n'ont aucun impact sur la décision finale qu'auraient eu des opposants dignes de ce nom. La décision finale, c'est faire partie de Sassou. Parce que Sassou n'avait plus droit à participer à aucune élection présidentielle dans la mesure où ces 2 mandats devraient se terminer au mois d'août, dans quelques semaines là. Voilà ce qu'il faut retenir. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à faire des débats inutiles. Moi, je ne suis pas quelqu'un de débats inutiles. Je suis quelqu'un qui regarde un certain nombre de valeurs, des principes. Comment voulez-vous que dans un pays où il y a une élite intellectuelle très, très, très nantie de connaissances en tout et pour tout, fasse de tels schémas? 8%, mais qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, celui qui a, c'est pas 40%, il est où? N'est-ce pas? Il n'a aucune force. Aujourd'hui, pour ne pas faire du coq à l'âne, on parle de Moukoko, les gens hurlent Moukoko, Moukoko. Mais Moukoko est qui? Regardez comment on l'a pris comme un oiseau. Et vous croyez que c'est une fierté de l'opposition? Moi, je suis choqué de la manière dont on prend Moukoko comme un petit dieu. Excusez-moi, parce que cette opposition-là, il y a trop de profito-situationnistes qui sont là et qui veulent dicter une certaine loi à un grand nombre de populations. Est-ce que vous croyez que les populations ont salué Moukoko parce que c'est Moukoko? Ou bien parce qu'ils croient de manière ignorante que c'est un général et il va libérer le Congo? Et à quel moment il a libéré? Il a fait partie de ça? Non, écoutez, d'ailleurs, j'ai trop parlé sur ça. Les gens pensent que je suis contre Moukoko. Je peux ou ne pas adhérer à Moukoko, c'est mon droit. Et comme d'autres Congolais qui ne disent pas, il y a ce qu'on appelle des voix dans l'ombre, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne parlent pas. Mais essayez de mener des sondages, ils ne vous diront pas qu'ils sont derrière Moukoko. Ils veulent simplement laisser couler les choses, ou alors ils veulent simplement que le dictateur parte. C'est un pis-aller.
faute de griffes, on mange des merdes. C'est en français que ça se dit, n'est-ce pas? Alors moi, je le répète une fois de plus que si Sassou s'entête ainsi, c'est parce qu'il compte sur sa force, tu viens de le dire, il a une force militaire. Alors, et que les opposants congolais qui sont à l'étranger, qui parlent dans des tribunes quelconques, est-ce que franchement, lorsqu'ils s'adressent aux Occidentaux, Français, Canadiens, États-Uniens, est-ce qu'eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont aucune aide militaire? Parce qu'il est question de regarder qu'est-ce qui ne va pas depuis 32 ans dans un pays où il y a du miel, où coule du miel et du lait. Hein, du lait c'est des euphémismes, comme tu aimes à prononcer. Moi, je crois que dans la vie, il faut avoir des principes. Il faut se baser sur des principes. Effectivement, les gens croient qu'on va mourir, oui, il faut éviter de faire la guerre. Mais la guerre est déjà faite par Sassou depuis 32 ans. Et il a fauché près de 500 000 bonhommes. Ces gens-là avaient envie de vivre, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, si je dis que Sassou n'a pas sa place là où il est, Sassou n'est pas président de la République du Congo-Brazzaville. Et s'il s'entête, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut le faire partir par la force. Par la force, il n'y a pas deux façons de dire des choses de manière véridique. Si les gens fignolent dans le langage, je ne sais pas, diplomatique, mais le langage diplomatique parfois est dépassé. Vous avez vu comment les Américains sont venus attaquer certains milieux comme le Saddam Hussein et autres. Peut-être que Saddam Hussein n'avait pas raison, peut-être qu'il avait raison, mais aujourd'hui, le cas Sassou ressemble à celui d'un terroriste qui a occupé le pays. Et le terroriste a des armes. Nous ne l'avons pas. Il faut en chercher, donc, pour le déloger. Voilà. Question de curiosité, de quel parti politique êtes-vous? Pardon? De quel parti politique êtes-vous? Ah, vous me demandez si, dans quel parti politique j'ai adhéré. Mais écoutez, lorsqu'on était au Congo, je pars toujours d'un postulat. La conférence nationale a fait que tout le monde adhère à un parti politique. Mais mon parti politique d'origine, c'est MCDDI. Beaucoup de gens ne sauront pas. Tu vois, je révèle là des choses vérifiées, véridiques, parce que j'ai signé, n'est-ce pas, ma demande d'adhésion au MCDDI en 1990. Beaucoup de gens ne sauront pas. Ceux qui le savent, c'est Koumba, peut-être qu'il est déjà mort, Koudar, le président du MCDDI à l'époque. Mais lorsqu'on entre à la conférence nationale souveraine, que mon oncle avait refusé, mon oncle le commandant Jules Lukaga, il dit, je ne peux pas aller à la conférence nationale, ils vont aller se dire des bêtises. Mais il avait raison, vous imaginez. Alors pour revenir à votre question, moi j'ai d'abord adhéré au parti de Bernard Kolela, MCDDI. Nous sommes à Dolisie en 1990. En ce moment-là, il n'y avait même pas l'embryon d'un parti qu'on appellerait UPADES. Comme vous le savez, UPADES est né quand même après les travaux de la conférence nationale souveraine. C'est quand j'ai compris qu'il fallait bien changer, on était libre de changer, n'est-ce pas? On était libre de quitter un parti vers un autre. Et j'ai adhéré à l'UPADES. Mais à l'UPADES, il y a eu des confrontations devant des petits voleurs Bakouni qui pensaient que l'Issouba est venu leur donner de l'argent. Il y avait toujours des petites tracasseries. Moi, quand je vois ça, je me dis, écoutez, on n'est pas venu blaguer là, lorsqu'on vient adhérer à un parti politique. On ne veut pas que les autres parlent. Mais enfin, moi, je commençais à prendre mes distances, mais tout en reconnaissant que je soutiens le professeur Pascal Issouba, quand même, qui ne pouvait pas le soutenir. Alors donc, vous imaginez, je vais vous donner une anecdote. La famille Satou, à Dolisie. Satou Olivier, le petit frère de Satou Victor, qui était ministre sous Youlou. D'aucuns ne savaient pas que Satou Olivier était ami à Pascal Issouba au moment où Pascal Issouba était ministre et premier ministre, non, directeur de l'agriculture et puis premier ministre. Le jeune qu'il fut, parce que, rends-toi compte, Pascal Issouba était plus âgé que M. Satou, le petit frère de Satou Victor. Mais ce monsieur m'a fait venir chez lui. Il me dit, jeune homme,
Moi, je te vois là, tu es débrouillard, tu vends tes yaourts, tu reviens, mais tu es crack parce que, effectivement, tu as l'argent. Je sais que tu as l'argent. J'ai ricané là. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Devait-il me dire. Il me dit, mais franchement, quand je vois le mouvement ici, au Niari, on critique mon grand frère, on me critique. Ils ne savent pas que je suis ami du professeur Passali Souba. Voilà l'anecdote. Les Congolais qui s'agglutinaient, les gens du Niari qui s'agglutinaient derrière Passali Souba pour l'argent, que si Justin est là, les Kessi là ne nous ont pas rendu service. Moi, je le dis aujourd'hui. Que si Justin, ils ont eu des petits chignolements. Maintenant, le jour que Kessi m'a vu avec la fille de Pascal Issouba, ça, mais il se demandait, mais ce jeune-là, il est avec la fille du président. Tout le monde nous regardait là. Jusqu'au moment où il y a eu la guerre à Libreville, nous étions ensemble. À Port-Gentil, nous étions ensemble. Si je m'en demande à Tessa Lissouba, elle te dira que je... pas jusqu'à faire ces confrontations. Très bien. Je voudrais Très bien. simplement, je constate que vous faites partie de l'UPADES et votre plateforme, notamment le FROCAD, connaît des problèmes. Alors, notamment avec le changement de la cellule dirigeante, je crois, la semaine dernière. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un mot? Merci. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pour moi, Fatima Biala est devenu une épave. Il faut qu'il quitte là. Non seulement au FROCAD, mais même en tant que secrétaire de l'UPADES, secrétaire général de l'UPADES. Pour moi, selon mon vœu, qu'il quitte. Il a fait son temps, alors au revoir. Il faut qu'on change des structures et des animateurs de ces structures-là. C'est si simple. Si quelqu'un ne veut pas écouter ce que je dis là, mais vraiment, il faut même le chasser avec les cailloux. Parce qu'ils ont cru qu'un parti, c'est comme on gérait une épicerie. C'est faux. Pour être bref, pour ne pas le rendre, c'est pas plus minable que ça, je préfère ne pas dire autre chose. Fatima Biala doit quitter l'UPADES, doit partir. Fatima Biala, on l'a chassé du FROCAD, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. J'ai entendu les mots qu'il a prononcés après cette élection du mois de mars, mais j'ai été vraiment déçu. Il n'est pas un grand leader. C'est un minable. Alors, est-ce qu'on peut parler, avez-vous des nouvelles du professeur Zakari Bouao de l'IDC? Bien. Moi, avant d'admirer les gens, il faut que je frette leur passé. Tu sais, on a accepté de manière idiote certaines personnes. Waouh, c'est un professeur de philosophie, c'est bien, je l'aime bien. Mais ils ont rendu un mauvais service aux Congolais en venant appuyer Sassou pendant son coup d'État en 1997. Les gens n'aiment pas faire des évocations. Moi, j'ai fait cette évocation pour que lui-même soit lavé, lui-même Bouaou soit lavé. Parce que c'est eux qui ont encadré Sassou. Ce sont des chimistes idéologiques. Mais c'est du passé, ils ont reconnu tout cela. Ils l'ont reconnu quand et où? Non, écoutez, moi, j'ai pas envie... J'ai pas envie d'écouter les mots mielleux. Je dis et je répète que je n'en veux pas, mais je fais quand même une évocation. C'est eux qui ont donné, c'est comme Moukoko là, c'est eux qui ont appuyé Sassou pour que Sassou devienne ce qu'il est aujourd'hui, pour que Sassou durcisse le temps au pouvoir pendant longtemps, alors qu'il n'avait jamais été élu. Aujourd'hui, l'amende honorable, oui, on peut accepter. Oui, aujourd'hui, on peut accepter. Que Bouaou, encore moins Bouaou, ancien ministre de la Défense, ne sait même pas négocier une arme. Moi, je dis que tout ce que fait l'opposition actuellement, c'est nul et non avenu. Sassou n'est pas un homme avec qui il faut aller, encore, quand j'entends les Mabakou, aller faire des tours chez François Hollande, juste visiter l'Élysée et puis parler des négociations ou pour parler. Sur quoi? Mais sur quoi? Si et seulement si, on revient à la table pour dire à Sassou, non, l'élection, ce n'est pas toi. Le PCT est bourré, excusez-moi du terme, bourré des intellectuels. Vraiment, ceux-là sont incapables de devenir candidats à la présidence de la République. Non,
lorsque les règles ne sont pas respectées, vous entendrez que nous autres, on parlera toujours. Est-ce que le PCT n'a pas un candidat en dehors de Sassou? Mais si Sassou venait à mourir, il ne peut pas arrêter la mort, Sassou. Il est qui pour arrêter la mort? Je prends un exemple comme ça. Si Sassou mourait ce soir, je ne le souhaite pas sa mort parce qu'il a encore 90 ans à vivre ou c'est pas 100 ans, mais est-ce que il n'y aura-t-il pas quelqu'un pour le remplacer? Voilà la question. Donc, je survolais la question totale posée sur l'UPADES et non, sur le FOCAD. Mais le FOCAD doit s'arrêter. Selon moi, le FOCAD doit s'arrêter d'amuser la galerie. Maintenant, là, on devait arrêter cette je ne sais pas si je vais appeler ça institution provisoire ou quoi. Ça doit s'arrêter. Parce qu'il n'y a plus une force capable, n'est-ce pas, de faire partie de ça. Frocade ou IDC, c'est des coquilles vides. Les gens n'aiment pas les vérités. Moi, je dis des vérités. Non, sincèrement. Si les gens ne comprennent pas que les Congolais sont minablement affaiblis par un régime dictatorial et surtout sanguinaire, dans le pool, ce n'est pas quand même des animaux qu'on va aller tuer. Ce sont des personnes que ça parler, monsieur Gervais Mbumba, vous avez consacré des vidéos sur la guerre du pool. Est-ce que vous avez les échos de cette guerre à ce jour? Beaucoup de gens ne font pas attention, mais j'ai une vidéo dans laquelle je préviens déjà qu'au pool, il y aura des massacres. Beaucoup de gens ne regardent pas, ne lisent pas, n'écoutent pas toutes les vidéos. Eux, ils écoutent les vidéos qui les intéressent. Est-ce que vraiment, si vous fouillez, bon, bref, si vous fouillez sur YouTube, vous verrez une vidéo où je parle déjà de ce que Sassou prévoit. Nous étions au mois de janvier, je pense, ou peu avant de cette année 2006. La question du pool, c'est simple à comprendre. Moi, je condamne un grand nombre de mes frères du pool parce qu'ils sont animés d'une certaine ambivalence dans les choix politiques. Mais dès lors que les fils Kolela continuent à signer des accords avec Sassou, les accords bipartites ou tripartites, bon, vous savez bien ce qui s'est passé. Le CDDI ou l'URD à l'époque a signé un contrat avec, ou bien des alliances, je veux dire, avec le PCT. Le PCT est contente. Il lui faut des gens comme ça. Mais à quel moment vous allez comprendre que vous avez mis votre peuple dans un danger permanent? Voilà ce que je regarde. Les frères du pool, qu'ils m'en excusent, je ne suis pas leur ennemi, mais moi je dis que des vérités. Les frères du pool sont ambivalents. Ils ne savent pas choisir les bons côtés de l'histoire. Quand nous avons des femmes comme Madame Mourani, une dame qui existe au Congo depuis 1972, avec Diawara, après cette même équipe, Mboshi l'a prise et devient riche que jamais. Mini, je ne sais pas quel âge. Vous savez, quel est son âge, la femme, l'ex-épouse Diawara et l'ex-épouse Mondelengolo? Elle n'a plus 50 ans. Elle n'a plus 50 ans. Elle n'a plus même 60 ans. Elle en a plus. Voilà, des gens comme ça ne peuvent pas comprendre que sa propre région du Pool est massacrée par ses amis. Elle ne dit rien. Elle, au moins, c'est une femme. Mais les autres, ils disent quoi? Ils sont nombreux au gouvernement de Sassou. Et les généraux qui pilulent comme conseillers. Je prends l'exemple, je cite les noms des gens. Il n'y a pas de tabou. Moi, je dis que cette interview-là, il faut que les gens entendent les vérités. Nous ne faisons pas de la censure ici. Quand on voit Boukaka, général Boukaka, conseiller militaire de Sassou, nos enfants, Boukaka dit quoi? Le conseiller dit quoi à un président sanguinaire et criminel? Qu'est-ce qu'il lui donne comme conseil? Voyez-vous? Pour que Sassou se retrouve aujourd'hui comme quelqu'un qui a l'air de rempiler, mais il crée un incident bête et grave, bête mais grave, parce qu'il y a mort d'homme. Il y a eu mort d'homme dans le pool. Il fait la pagaille en accusant les gens que ceux qui veulent. Comment voulez-vous que
Sassou puisse se comporter de la sorte. Mais c'est un animal. Il donne toujours, comme en 1977, il donne des fausses informations en faisant croire aux gens qu'il y a des mercenaires dans le pool. Mais où est-ce qu'on les a vus? Mais on n'a vu personne. Les pauvres petits d'Intoumi ont fui juste parce qu'ils se sentaient menacés dans la mesure où, quand Tomi arrive à Brazzaville, au meeting de Kolela, au retour, on tire sur ces convois et 2 soldats ou 3 sont tombés. Mais les autres ont quel sentiment? Un sentiment de peur. Et quand on lance des communiqués à la radio et à la télévision qu'il y a des mercenaires au pool ou bien les ninjas veulent en découdre, mais c'est des faussetés. Les réactions de ces jeunes-là ne pouvaient être que celles-là. Ils ont décampé, ils ont pris la fuite, la peur dans le ventre. C'est ça que Sassou fait. C'est ce que Sassou fait, si vous voulez. Donc on ne peut pas être heureux. Voilà, Monsieur Gervais Mbumba, le temps presse. Est-ce que nous pouvons parler maintenant non, j'ai une question plutôt d'un de mes consultants, le frère Joseph de New York, veut que vous parliez du voyage du président Sassou Nguesso en Chine. Ce voyage a-t-il été fructueux? Pour qu'il soit fructueux, il faut que je sois dans leur milieu. Lorsqu'on pose une question à moi, d'une certaine manière, je me dis, mais faudra-t-il donner une réponse, mais sur quelle base? Maintenant, si tout le monde a regardé l'actualité, que Sassou fait un tour en Chine ou un voyage en Chine, fructueux ou pas, sachez quand même, enfin, les Congolais doivent être intelligents. Sachez quand même que ce voyage-là, c'est nul et non avenu. C'est nul. C'est un non-événement. Il faut que les Congolais comprennent que si vous avez un truand au pouvoir, tout ce qu'il a envie de faire, c'est pour vous apathir, c'est pour vous bercer. C'est pour vous bercer. Allez signer des accords en Chine et prêter l'attention sur un truand qui va signer des accords en Chine. Vous croyez que ces Congolais-là sont intelligents? Mais non, écoutez, je vous dis que ces questions, de telles questions, c'est par souci de respect qu'on peut même donner des éléments de réponse. Parce que les Congolais pensent que Gervais Mbumba, dont ils entendent parler, c'est un mauvais, c'est un tribaliste. Oui, moi, je n'ai que dalle. Ces gens-là qui continuent à croire que Sassou Nguesso, un putschiste président de la République, qui va aller signer des accords au nom du Congo, au nom des Congolais, mais vraiment, donc, vous les reconnaissez. Vous reconnaissez son régime. Mais enfin, grandissez ceux qui me posent de telles questions. Moi, je n'ai que dalle. C'est-à-dire que ces gens-là, le pouvoir de Sassou militaro-criminel, je m'en bats les couilles qu'il aille signer des contrats de ne sais pas de quelle énormité de choses. Moi, ce que je sais, c'est que Sassou, c'est un homme à faire partie par les armes. Il a trop tué, mais écoutez, soyez intelligents, les Congolais. Qu'il ait eu envie de faire une coopération bling ou une coopération, c'est pas dépassant d'autres coopérations avec d'autres pays. Mais franchement, vous croyez que ça a quel rendement pour moi qui combat son régime depuis le jour où il a coupé la carotide du président Maringouabi? Je n'en ai cure. Dit à ce monsieur de New York, c'est pas qu'il est encore enfant. C'est comme ce que je vois à Paris, là, tous ces jeunes-là, les Mapingou qui disent n'importe quoi, Moukoko, Moukoko, Moukoko. Mais franchement, nous devons nous dire des vérités. Si réellement nous sommes à cette opposition-là, dans cette opposition, mais il y a des manquements graves dans cette opposition. Dit-on, c'est l'élite intellectuelle du Congo dans la diaspora. Mais certains sont nuls. C'est là que les gens me disent que je suis injurieux. Ah non, et quand je vois des saletés comme ça, une personne qui me pose la question de savoir comment vois-tu le voyage de Sassou. Mais Sassou est qui? Donc vous considérez son pouvoir. Donc vous êtes derrière. Mon frère, franchement, je suis navré. Nous allons Je suis donc navré. terminer par le Gabon, où vous avez vécu pendant plusieurs années. Le président Ali Bongo, Oui. candidat à l'élection présidentielle. Votre réaction? Merci. Merci pour votre question. Moi, je crois que euh,
toutes ces questions ne diffèrent que en nature. Mais en degré, c'est la même situation que celle du Congo. C'est des imposteurs qui viennent au pouvoir pour essaimer du mensonge. Ali Bongo, c'est un monsieur que j'ai vu au Gabon, ministre de la Défense. Il est goguenard, il est vantard, mais il n'est pas éligible. Pour la bonne et simple raison que sa mère, Patience Dabani, Kama Joséphine, l'ex-épouse du défunt président Bongo, n'est pas sa mère légitime. Il y a eu une affaire d'acte de naissance. Mais lorsqu'on est gabonais et né au Gabon ou même à l'étranger, il y a quand même un principe cardinal qui fait que le géniteur ait les papiers de naissance de son bambin. Mais Ali Bongo n'en a pas. Parce que Ali Bongo n'est pas le fils de Bongo, n'est pas le fils de Joséphine Kama, mais plutôt un enfant biafrais adopté par magnanimité, je veux dire, par sentiment humaniste. C'est ça que les Congolais, les Gabonais ou les Africains doivent comprendre. Il faut éviter le cafouillage. Or, vous avez des preuves de ce que vous affirmez. Ah, bien sûr, si on me convoquait demain, je vais me présenter, je le dirais tête haute. Parce que c'est un frère ou sœur gabonaise sont devant, effectivement, ce régime. Vous savez, quand on est dans des pays comme ça, le Gabon, le Congo, il y a l'armée qui fait... Hein, on vous envoie des bourreaux pour vous saccager des maisons ou voir vous esquinter. Mais je vous dis, Madame Kama, Joséphine, est une menteuse. Elle n'a jamais eu d'enfant au Congo-Brazzaville portant le nom d'Alain Bongo et né un certain 9 février 1959. C'est faux. Vraiment. Si, au niveau du Gabon, au niveau des États-Unis, au niveau du Canada, au niveau de la France, s'il y a des Gabonais qui pensent que je suis un menteur, qu'ils me le prouvent dès ce soir, dès demain et jusqu'à combien de semaines, je veux voir ces gens-là, qu'ils viennent me dire le contraire de ce que je dis. Oui, allez-y. Peut-être que... Je vous donnais l'opportunité de conclure cette émission. Oui. C'est à vous. En concluant cette émission, je vais vous remercier infiniment. Et surtout, à l'heure où nous parlons du Congo ou de toute l'Afrique, parce que surtout la zone d'Afrique centrale, la démocratie bat de l'aile à cause de l'idiotie de l'élite intellectuelle africaine. Et parlant du Congo, je me dis que les Congolais, l'élite intellectuelle congolaise est sous le gouffre du tribalisme. Tu vois, il y a des Congolais peu instruits qui parlent souvent de mes vidéos que je suis tribaliste, Non, c'est eux qui le sont. Nous avons eu l'opportunité de le répéter à plusieurs occasions à travers mes conférences ici au Canada. J'ai dit que le Congo-Brazzaville, parce que ici, quand quelqu'un arrive, il présente son pays devant le gouvernement du Canada. Bien. Moi, je pars d'un postulat que la conférence nationale était un moment auquel tout le monde devait laisser les sales habitudes, les sales valeurs. D'abord, une valeur reste une valeur. Mais les sales mentalités devraient être laissées en 92. Mais je trouve que après la conférence nationale, après l'élection du président Pascal Lissouba, les Congolais n'ont pas compris que, franchement, il fallait s'unir, il fallait renforcer les mécanismes de la démocratie. Mais les Tite Tikaya, les Kolela, ont été plus sauvages que Sassou lui-même. Oui, je le dis. Les Benjamin Boukoulou, les Paul Kaya, à soutenir vraiment quelqu'un qui a tué, qui a même coupé le pénis d'un capitaine. Mais enfin, où en sommes-nous aujourd'hui? Moi, je crois que, en concluant, je vais juste avoir un sentiment un sentiment de malchance
qu'aurait eu ce pays ou quoi en ayant le pétrole et que l'élite intellectuelle ne sache pas gérer cette denrée que d'autres pays n'ont jamais connue. Vous voyez le Sénégal? Le Sénégal n'a jamais eu du pétrole. Le Sénégal a créé des raffineries, mais lorsqu'on a vu les puits, zéro, il n'y avait rien, juste l'eau de mer. Voyez-vous? Or, nous avons eu la chance d'avoir du pétrole, mais curieusement, l'élite intellectuelle congolaise est nulle. Sans exception. Moi, les exceptions, peut-être Pascal Issouba. Mais oui, les gens vont me dire, mais il est dit pourquoi? Mais oui, mais lui, il n'a pas fait des coups d'État. Il a réussi, n'est-ce pas, à convaincre le peuple congolais au moyen des urnes. Et aujourd'hui, nous regrettons. Certains, s'ils ne le regrettent pas, qui continuent à trouver que leur chemin est bon, mais ils sont dans le malheur. Et donc, pour conclure, je veux dire que aidons notre peuple parce que Sassou a placé le peuple congolais dans une prison à ciel ouvert. Et c'est pas bien. Merci, monsieur. Voilà.